Bienvenue à cette web-diffusion offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada et intitulée Troubles cognitifs associés au cancer et au traitement. Notre conférencière, Dr. Marika Audet-Lapointe, psychologue et neuropsychologue, vous aidera à mieux comprendre ces troubles cognitifs et vous donnera des trucs pratiques pour vivre une vie satisfaisante. Puisque notre conférencière vous donnera des outils concrets à appliquer dans votre quotidien, nous vous suggérons fortement d'avoir en main une feuille et un crayon. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Joliane Pelletier, coordonnatrice des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle de la conférencière. La présentation sera d'une durée de 45 minutes environ, suivie d'une période de questions. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions à la fin, mais uniquement en ligne, en utilisant la fonction chat. Je lirai les questions à haute voix. Avant de commencer, notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long de leur parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, notre programme Soutien par les pairs est disponible pour tous. Ce programme consiste à jumeler une personne ayant un cancer du sang avec un bénévole formé ayant eu une expérience similaire. C'est un programme des plus utiles ces jours-ci pour contrer l'effet de l'isolement. Il est maintenant temps de souhaiter la bienvenue à notre conférencière invitée, Dr. Marika Audet-Lapointe. Dr. Audet-Lapointe est psychologue et neuropsychologue spécialisée en oncologie et est la fondatrice de la clinique Psymédicis, qui offre des services spécialisés en oncopsychologie et en psychologie de la santé. Elle est professeure associée au département de psychologie de l'Université de Montréal. Ses intérêts cliniques et de recherche portent sur les effets neurocognitifs du cancer et des traitements associés, sur l'intégration de la thérapie, acceptation et engagement au contexte oncologique en vue de contribuer au développement de traitements novateurs et personnalisés en oncologie. À vous, Dr. Audet-Lapointe. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais faire de mon mieux pendant la prochaine heure qu'on va passer ensemble, donc plus spécifiquement les 45 prochaines minutes avant de passer aux questions, pour répondre à cette question qu'on peut avoir sur comment est-ce que je peux favoriser une santé cognitive tout en ayant le défi de cancer, les traitements en oncologie. La présentation se veut autant que se faire se peut interactive, bien que je ne vous vois pas du tout. Je vais donc vous inviter dès maintenant à vous assurer d'avoir de quoi écrire ainsi que des crayons, parce que vous allez être invité tout au long à prendre des notes, à répondre à des questions et si vous le souhaitez, à donner vos réponses par chat aux animatrices qui sont avec nous présentement. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est vraiment de prendre un moment pour regarder, c'est un peu comme si on regardait une boussole. Hein? Une boussole, ça nous permet de nous donner l'orientation vers laquelle on dirige nos pas, un peu comme si on marchait vers le nord. Alors, je vous invite à prendre un instant, ça peut être les yeux ouverts ou les yeux fermés, pour vraiment vous demander qu'est-ce qui compte pour moi à prendre une heure de mon temps aujourd'hui? C'est quoi mes attentes par rapport à la présentation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis venue chercher? C'est quoi mes besoins? Juste prendre quelques instants pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui va donner de la valeur à ma présence ici avec tout le monde? Puis, en fonction de ce que vous allez répondre, eh bien, à la fin de notre présentation, je souhaite que vous allez pouvoir mettre des crochets, puis dire ah oui, ça a pu répondre à ce qui fait que je suis venue passer ce temps-là avec Dr. Audet-Lapointe. Pour ma part, ma proposition, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de faire du cerveau un allié pour vous permettre de vivre une vie, même en présence de particularités neurocognitives ou cognitives avec lesquelles vous pouvez peut-être possiblement faire face présentement, ou peut-être que c'est un de vos proches, ou peut-être que c'est un de vos patients si vous êtes professionnel de la santé.
Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser aux troubles cognitifs, ce sont les propos de cette patiente qui, un jour, lors d'une consultation, m'a dit spontanément, c'est bien beau que la médecine a fait disparaître le cancer, que ma vue n'est plus menacée, sauf que j'ai perdu la tête. Je retiens rien. J'oublie tout. Je cherche mes mots. Mon cerveau, c'est comme s'il était dans le smog. Il répond plus. Je suis quoi, moi, maintenant? Je fais quoi? Je suis supposée vivre ma vie comment? Ces propos sont ceux de Madame S, qu'on va parler un peu plus tard, qui est une chef d'entreprise. Et donc, son cerveau, elle l'estimait beaucoup. C'était vraiment très important pour elle et ce l'est encore très important pour elle. Alors, comment est-ce qu'on fait avec une situation comme ça? Une des premières choses, encore à vous, c'est de prendre un moment pour regarder jusqu'à quel point, moi, si on prend ici l'idée d'un thermomètre, donc vous imaginez un thermomètre qui va de 0 à 10. Si vous êtes venu participer à la rencontre aujourd'hui, demandez-vous de 0 à 10, quelle est l'intensité des symptômes que j'ai? L'impression, un peu comme Madame S, que mon cerveau, il fonctionne pas comme il était avant. Est-ce que c'est plus vers 10 sur 10? 2 sur 10? Peut-être 0? Prenez un moment pour décrire c'est quoi, vous, vos symptômes. Qu'est-ce que vous remarquez qui est différent? Quelles sont les pensées que vous pouvez avoir? Madame S nous dit, mon cerveau, il n'est pas comme avant. Certains patients vont me dire, je suis comme une tortue, mon cerveau est cassé. On peut avoir des émotions aussi, comme la peur de, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça veut dire que j'ai une maladie neurodégénérative, comme une démence qui s'en vient? On peut avoir de l'anxiété. Puis, prenez un temps pour documenter quand vous êtes en contact avec ces pensées ou quand vous portez votre attention sur les symptômes, ça fait quoi à l'intérieur? C'est quoi les sensations que ça fait en dedans de vous? Est-ce que votre cœur se serre? Est-ce que vous avez une boule dans la gorge? Est-ce qu'au contraire, vous sentez juste rien? C'est comme si vous étiez anesthésié ou que ça se passait à quelqu'un d'autre. Et puis, par rapport à tout ça, c'est quoi que vous faites comme action? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Chose certaine, si vous m'écoutez en ce moment, une des actions, c'est de participer à des webinaires, aller chercher de l'information, participer à des conférences. Peut-être que vous êtes allé rencontrer un neuropsychologue, peut-être que vous faites des mots croisés, des sudoku, ou des exercices, les applications sur le téléphone qu'on peut trouver ou sur l'ordinateur. Prenez un temps pour vraiment documenter tout ce qui vous concerne, vous, personnellement. Cet exercice-là que je vous propose vous permet de personnaliser la formation, de faire en sorte qu'elle ait plus de sens pour vous, qu'elle ait plus de valeur pour vous. Pendant que vous écrivez, je veux juste vous dire, ça se peut que des fois vous voyez mes yeux aller vers le bas. C'est parce que je prends le temps d'aller regarder l'heure pour être sûr d'être dans les temps avec vous. Alors, j'espère que vous aurez pu avoir assez de temps pour documenter ce qui vous concerne. C'est un peu comme ce qu'on dit ici, d'écrire, de vraiment, comme la description, de regarder à travers une lunette, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'état dans lequel je suis par rapport à cette sensation d'avoir peut-être des troubles cognitifs. Le constat, on s'aperçoit, que ce soit moi à travers ma clinique, que ce soit au niveau des résultats de recherche clinique, qu'on s'aperçoit que les personnes qui ont un trouble cognitif associé au cancer ou au traitement vont souvent avoir une baisse de vitesse de traitement de l'information. Effectivement, les choses vont plus lentement. Une difficulté à faire deux choses en même temps, ce qu'on peut appeler le multitâche. Alors, le multitâche est très sollicité quand on fait la cuisine, quand on est au téléphone, quand on conduit une voiture. On va avoir une baisse de mémoire de travail. Donc, ça veut dire de prendre une information qui est nouvelle et puis de la manipuler mentalement. Par exemple, de redire une séquence de chiffres à l'envers, à rebours, ça va demander de la mémoire de travail. Les conversations demandent beaucoup de mémoire de travail parce qu'on reçoit de l'information et puis on doit traiter cette information-là puis voir qu'est-ce que je vais dire ensuite. Alors, parfois, il est possible que en 1-1, vous remarquez que c'est correct, mais quand vous êtes en groupe, là, ça devient plus difficile. Une difficulté à apprendre une nouvelle information, à faire une nouvelle tâche,
Ou alors, hein, le fameux symptôme que plusieurs de mes patients me rapportent, qui est de trouver des mots. On a l'impression qu'on a le mot sur le bout de la langue, mais c'est pas le bon mot qui vient. Puis, on peut aussi parfois avoir une difficulté dans la motricité fine. Ce sont vraiment des symptômes de façon globaux. Il peut y avoir d'autres particularités. Ça peut se présenter de façon plus subtile, parfois plus intense. Ça dépend. Alors, l'intérêt par rapport à cette problématique-là en oncologie, elle a commencé avec les personnes touchées par le cancer du sein. Ce sont elles qui ont manifesté les symptômes les premières. Il y a eu beaucoup de recherches. Et puis maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment considéré comme une problématique fréquente. Et donc, le NCCN ou l'ASCO suggère fortement que soit considéré, repéré et autant que possible évaluer les troubles cognitifs associés au cancer. Alors, vous m'entendez beaucoup employer ça, hein, troubles cognitifs associés au cancer ou parfois TCAC et non ChemoBrain. C'est parce que avec la recherche, on s'est aperçu que de fait, ChemoBrain était très réducteur car ça laissait sous-entendre que cette particularité du fonctionnement cérébral était associée seulement, ou cette difficulté, si vous voulez, seulement secondaire au traitement de chimiothérapie, ce qui n'est pas le cas. Hein? Donc, en fait, on s'aperçoit que ça peut être, oui, certains agents chimiothérapeutiques, mais aussi l'hormonothérapie ou les thérapies ciblées, qui peuvent avoir un rôle. Et donc, on a essayé d'élargir le concept afin que la communauté médicale, particulièrement, soit sensibilisée au fait que ce n'est pas que relié à la chimiothérapie. Alors, encore une fois, à vous de jouer. Hein, on parle de cerveau, on parle de la tête, si vous voulez. Donc, je vous ai illustré ici une tête. Je vous invite à faire la même chose, à dessiner une forme ovale. Ça peut être très simple, hein, ça peut être simplement un cercle, une forme ovale. Et puis, on va prendre un instant pour se dire, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une tête? C'est quoi le cerveau? À quoi ça peut nous servir? Alors, je vous donne un indice. Est-ce que c'est possible qu'on retrouve des pensées dans une tête? Hein, une pensée, comme par exemple, j'ai le cerveau cassé, ou ça reviendra jamais comme avant. Et je vous invite un peu partout ici à écrire d'autres choses qu'on peut retrouver dans une tête humaine. Et puis, alors maintenant, vous m'avez vu avoir un petit laps de temps. J'ai eu quelque chose qui est apparu à l'écran me demandant si la communication ou la connexion était suffisante. Je me dis qu'on m'arrêterait s'il y avait quelque chose. Que quoi que ce soit, juste m'arrêter, me le dire verbalement. Alors, je continue. On peut retrouver donc des pensées et on peut aussi retrouver toutes sortes de choses dans une tête, hein, comme des émotions, des souvenirs, des problèmes, des rêves. On peut retrouver évidemment tout ce qui est au niveau organique, hein, la substance blanche, la substance grise. On peut trouver, si on a des problèmes, on peut trouver des solutions. Comme vous remarquez, on peut trouver beaucoup de choses dans une tête, incluant les 5 sens, comme les odeurs, les sons, les images, les goûts et les sensations physiques. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont traitées et qu'on retrouve dans une tête. Et maintenant, ce que je vais vous inviter, c'est à dessiner sur le côté de la forme cylindrique une lampe de poche. Cette lampe de poche-là, c'est une lampe de poche très particulière qui vient symboliser l'attention. Porter son attention est un des processus cognitifs excessivement importants pour la santé cognitive. Porter son attention, c'est comme si on mettait en lumière quelque chose. Là, regardons qu'est-ce qui se passe. Cette lampe de poche-là, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle ne se met jamais à off. Hein? Elle ne s'arrête jamais. Même la nuit, quand on rêve, notre attention est sollicitée. S'il y avait un son qui était étrange, qui arriverait, particulier, vous allez vous réveiller. Une odeur, vous allez vous réveiller. Hein? Le cerveau en santé a une attention qui est constamment à on, qui fonctionne. Et une des choses qu'on voit, c'est que parfois notre attention, elle éclaire une seule chose dans notre cerveau. Par exemple, les pensées. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il arrive que quand on éclaire les pensées, c'est comme si tout le reste n'existait plus. Pourtant,
est-ce que c'est vraiment que ça n'existe plus ou si ça a été plongé dans l'ombre parce que notre attention, hein, le faisceau lumineux, est complètement happé par une seule chose. Alors, ce qui nous permet de pouvoir revenir et remarquer toutes les autres choses qui existent dans notre cerveau, c'est cette capacité à tourner notre attention, à qu'on appelle la flexibilité psychologique, hein, c'est tourner l'attention comme ceci, et tout d'un coup, je passe de avoir vu mes pensées, par exemple, mon cerveau est tout cassé, à oui, mais il y a peut-être quelque chose aussi qui compte pour moi. Rappelez-vous, au tout début de la présentation, j'ai pris un moment pour vous dire qu'est-ce qui faisait que c'était important pour vous de venir participer à cette présentation. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on a un trouble cognitif associé au cancer ou d'autres sortes de troubles cognitifs, des fois, notre capacité à tourner notre attention, à tourner la lampe de poche, c'est comme si c'était cristallisé, c'était plus raide, c'était plus difficile, ce qui fait en sorte que lorsque notre attention est happée par quelque chose qui peut susciter de l'anxiété, et ça prend toute la place, ça devient et le trouble cognitif vient en plus rendre ça difficile de tourner notre lampe de poche. Alors, est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir contourner ça, puis quand même parvenir à tourner? La réponse est oui. Ce qu'on appelle, c'est la flexibilité psychologique. Hein? Donc, tourner la lampe de poche, tourner son attention, ça va nous permettre d'augmenter notre capacité de choisir notre comportement selon un contexte, même en présence d'obstacles, comme par exemple un trouble cognitif associé au cancer. Cette fameuse santé cognitive, hein, notre cerveau, comment il fonctionne, maintenant on sait que le cerveau, c'est vraiment comme un système d'autoroute avec plein de routes principales et de petites routes avec des voitures, en fait, qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui vont, et les neurones, qui sont les autoroutes, qui permettent de communiquer. Donc, quand cette information-là circule à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, ça nous donne accès à différents processus que je vous dis ici très rapidement, comme par exemple la mémoire. Hein. La mémoire, c'est comme ici, vous voyez, c'est des tiroirs. C'est comme on prend quelque chose de nouveau, on le met dans un tiroir, ça garde les informations, exactement comme votre commode à la maison garde vos vêtements. Et on peut se rappeler, mon chandail, il est dans tel tiroir et aller le chercher. Pour pouvoir faire ça, parfois, on a besoin de faire stop, hein, de freiner, c'est la capacité d'inhiber une pensée ou d'inhiber une émotion pour porter son attention dans le tiroir et aller chercher l'information qu'on essaye d'apprendre. Le cerveau nous permet aussi de planifier, hein, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, de planifier ce qu'on va faire sur notre liste, d'organiser, de structurer. Je vous ai parlé de la mémoire de travail tout à l'heure. La flexibilité neurocognitive, c'est à quel point je suis capable de tourner ma lampe de poche pour pouvoir avoir accès à tous les processus neurocognitifs. Et depuis tout à l'heure, hein, je sollicite votre attention soutenue. Hein, c'est cette capacité de notre lampe de poche à garder une luminosité suffisamment intense pour qu'on soit attentif. C'est difficile de comprendre quelque chose si je n'y porte pas attention. Et vous avez aussi l'attention sélective. Hein, donc, si en ce moment, il y a du bruit autour de vous, ou il y a des gens qui vous parlent, c'est possible que ça soit plus difficile de porter votre attention. Et les distracteurs peuvent venir de l'extérieur, mais ils peuvent venir aussi de nos fameuses pensées à l'intérieur de nous. Tout ceci, la façon que ça fonctionne dans le cerveau, c'est qu'on utilise une communication neuronale. Hein. Donc, rapidement, on a un neurone et il va y avoir deux types de communication entre un neurone et un autre qui va aller transmettre de l'information. Ça peut être soit par une conduction électrique, soit par une transmission chimique. La communication électrique, celle qui nous intéresse particulièrement dans les troubles cognitifs associés au cancer, elle est très reliée aux axones, bien sûr, mais à la myéline. C'est ici les petites poches bleues. On les a dessinées en bleu pour que vous puissiez mieux les voir, mais en règle générale, c'est plutôt de couleur blanche. Et vous voyez l'information, hein, elle circule de bon en bon, comme ça, de nœud, de ranvier comme ça. Et puis, si je vous fais vraiment une explication très rapide, ici, vous avez un agrandissement. Et ça,
cette façon-là que notre cerveau est structuré, ça permet d'avoir une vitesse de traitement de l'information qui est la plus optimale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un cerveau qui a un trouble cognitif associé au cancer? On a ici des images de deux jumelles. Il y en a une qui a reçu de la chimiothérapie et l'autre qui n'en a pas reçu. Les deux, on les a mis dans une machine que vous connaissez certainement, hein, un IRM. La différence, c'est que c'est un IRM fonctionnel, c'est-à-dire qui nous permet de mesurer la façon que le cerveau fonctionne quand il fait une tâche. Hein, ça dit IRM fonctionnel. Et on a soumis les deux jumelles à une tâche qui est exactement la même. Il y en a une qui est plus simple et on voit que le niveau de difficulté augmente, hein, donc de plus simple à moyenne à plus complexe. Je vous laisse, soit dans le chat ou sur vos feuilles, essayez de préciser, selon vous, lequel des deux cerveaux. Ici, on a une première personne qui est la jumelle A, la deuxième, la jumelle B. Selon vous, quel est le cerveau qui est celui qui a reçu de la chimiothérapie? Est-ce que c'est le cerveau A, où on voit que plus la tâche augmente et plus le cerveau est sollicité? Hein? Partout où vous voyez de la lumière ici, la couleur orange, c'est que le cerveau active des ondes pour essayer de résoudre la problématique qui lui est proposée, l'exercice qu'on lui demande de faire. Donc ici, il y a beaucoup de zones qui sont sollicitées, même quand la tâche est plus simple, et on en prend de plus en plus. Ou alors, vous avez l'autre cerveau où ça s'allume, mais pas tant que ça. Hein? Il y a moins de lumière, comme on pourrait dire. Évidemment que je vais vous donner la réponse. Alors, habituellement, selon mon expérience, la majorité des patients vont opter pour l'image ici, hein, la jumelle B, ce qui est très compatible avec l'expérience que l'idée que leur cerveau a été brûlé par les traitements ou qui est mis à off. Or, c'est pas ça le cas. En fait, c'est la personne ici. La jumelle qui a reçu la chimiothérapie, c'est le cerveau ici, la jumelle A. Et cette information-là, elle est capitale parce qu'elle nous permet de comprendre que quand on parle de troubles cognitifs associés au cancer, on ne parle pas d'un cerveau qui ne fonctionne plus ou qui est comme brûlé. En fait, on parle d'un cerveau qui doit travailler plus fort pour être capable de pouvoir faire la même tâche qu'une autre personne. Donc, on réussit à faire les tâches, mais ça nous demande plus d'efforts. Hein? Le cerveau, il travaille plus fort. Une des raisons rapidement, c'est effectivement un amincissement de la myéline. Tout à l'heure, je vous ai montré la vitesse avec laquelle le cerveau pouvait traiter de l'information par communication électrique. Et ce qui se passe, c'est que certaines zones du cerveau auraient une diminution de la myéline, ce qui diminuerait la vitesse de traitement de l'information. Et plus notre cerveau travaille fort, et plus ça va solliciter de l'attention, notre fameuse lampe de poche que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si ça nous dit l'explication avec la myéline. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, oui, mais il y en a combien de personnes qui peuvent avoir ce trouble-là? Alors, en fait, j'aimerais ça vous dire que je peux vous répondre clairement. Vous allez peut-être être un peu déçus. Les pourcentages, la prévalence du trouble varie énormément d'une étude à l'autre. Ça varie parce que c'est pas si facile que ça à mesurer. Donc, on peut voir que ça varie entre 17 à 75%. Et tout dépend de est-ce que j'ai pris des mesures objectives comme une évaluation neuropsychologique ou est-ce que j'ai pris une mesure de l'expérience du ressenti. Donc, c'est possible qu'une personne ressente que son cerveau n'est pas aussi optimal qu'avant et qu'on ne soit pas capable de le documenter de façon objective. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de trouble? Pas nécessairement. En fait, quand on parle d'un trouble cognitif associé au cancer, on parle souvent de troubles très subtils qui peuvent varier d'une personne à l'autre et on n'est pas dans un profil de démence
ou d'une lésion, par exemple avec un trauma crânien très grave. On est vraiment dans quelque chose de plus subtil, parfois de plus diffus. Et le point important, c'est que c'est surtout que le potentiel cognitif contraste avec le potentiel antérieur. Donc, c'est vraiment, ici, là, l'expérience du ressenti, elle est très importante. Les tests neuropsychologiques standards et surtout l'application des tests neuropsychologiques d'une façon standard ne sera pas assez sensible. C'est important si vous allez faire une évaluation, de vous assurer que le neuropsychologue a été formé en oncologie ou aura une façon de regarder les résultats qui va considérer votre rendement individuel et dans les mesures par rapport à vous-même, mais aussi par rapport au potentiel attendu. Et pour l'instant, on a peu d'effets de ces troubles dans la vie quotidienne, mais ça commence à changer. Hein, les études s'intéressent de plus en plus à ce niveau-là. Alors, au tout début, je vous ai invité à prendre un temps pour ralentir, tourner votre lampe de poche vers votre propre expérience. Je vous ai parlé de ma patiente, Madame S. Je vous ai invité à documenter vos troubles cognitifs, vos symptômes cognitifs, ce qui vous embête, vous, hein, ce qui vous crée une entrave ou qui vous préoccupe. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu la confirmation d'un TCAC. Peut-être qu'il y en a qui soupçonnent l'apparence d'un TCAC. C'est possible. C'est très, très, très précieux pour moi d'également vous dire que les troubles cognitifs que vous pouvez ressentir, que je vous ai nommés tout à l'heure, que ce soit une diminution de vitesse de traitement de l'information, faire deux tâches en même temps, tout ce qui a été nommé, ça peut être un TCAC. Et c'est possible que ça soit aussi relié à un problème au niveau de votre santé physique, que ça soit par exemple un dysfonctionnement de la glande thyroïde, ça se peut que ça soit relié avec votre maladie oncologique. Ça se peut que ça soit aussi un problème de santé neurocognitif qui est autre, qui n'est pas nécessairement en lien avec les traitements ou le défi oncologique. Et c'est également possible que ça soit des symptômes qu'on dit reliés à la santé psychologique, principalement au stress et à l'anxiété. Et c'est d'autant plus important pour moi actuellement, dans cette période de pandémie, dans cette période où on fait face à la COVID-19, de porter votre attention, d'apporter votre lampe de poche, votre lumière sur le fait que ces symptômes que vous ressentez présentement, oui, c'est possible que ça soit un TCAC, mais c'est aussi possible que ça soit relié à votre façon de composer avec la COVID-19, qui est nécessairement humain que nous sommes, moi incluant. Il est entièrement naturel et attendu d'avoir une réponse de stress présentement et donc d'avoir une fluctuation au niveau cognitif, que notre concentration soit pas la même, que porter son attention, ça soit pas pareil, et qu'on se fatigue plus rapidement. Et c'est possible que l'état de la COVID-19, en fait, l'état que la COVID-19 vous fait vivre au niveau de la santé psychologique puisse venir exacerber le TCAC, ou alors que la présence du TCAC puisse venir freiner votre capacité à faire face à la santé psychologique. C'est comme si l'un et l'autre pouvaient être reliés ensemble. Ce qui dit que je vous invite à énormément de prudence, même si on passe un temps ensemble aujourd'hui, et que si jamais après notre présentation, vous vous posez des questions, s'il vous plaît, parlez-en avec votre infirmière pivot, autant que faire se peut, avec votre oncologue ou avec tout professionnel de la santé qui pourra répondre à vos questions et vous aider à démystifier si on est plus dans un TCAC ou si c'est une de ces possibilités-là qui explique vos symptômes. En d'autres mots, ce que je suis en train de vous partager, peut-être que vous vous en doutiez, c'est que essayer de saisir l'étiologie des TCAC, c'est aussi complexe que de saisir l'étiologie de la présence de la maladie oncologique. On se demande souvent, est-ce que c'est un effet transitoire? Oui, le cerveau s'adapte, s'ajuste, une capacité de résilience assez extraordinaire et on s'attend que lorsque les traitements sont terminés, ça se résorbe, que ça revienne dans un état plus fonctionnel, comme avant, on pourrait dire, effectivement, dans les premières années qui suivent les traitements. Et parfois, ça va durer. On voit ici une étude en 2012
que ça peut durer pendant des décades, ça peut durer pendant plusieurs années après. La raison, comment ça se fait que ça peut durer? En fait, on cherche encore, on a définitivement besoin d'études supplémentaires pour mieux comprendre le processus. Étant une psychologue et une neuropsychologue clinicienne, je laisse un peu ce travail-là à d'autres personnes et j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut vivre avec ça, comment est-ce qu'on peut comprendre la situation. Ici, vous avez un graphique qui, même si vous voyez pas tous les détails qui sont présents, c'est vraiment un graphique qui, avec toutes les flèches là qu'on voit, qui vient essayer de vous représenter à quel point c'est très, très complexe le fait qu'il y a présence ou pas d'une altération du fonctionnement cognitif. Une autre image que j'aime bien, c'est celle-ci, hein, qui vient nous dire que dans le fond, les troubles cognitifs associés au cancer, oui, c'est effectivement des modifications au niveau cérébral. Je vous ai parlé de la matière blanche, on en trouve aussi dans la substance grise. Et c'est aussi des atteintes au niveau des processus cognitifs, hein, que je vous ai nommés tout à l'heure, qu'on retrouve ici en anglais. Et tout ça, ça peut être tributaire hein, du type de diagnostic auquel je fais face, du type de traitement auquel j'ai pu bénéficier, de la quantité, de la fragilité génétique. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et une chose est certaine, c'est que ça a un effet sur notre qualité de vie, c'est-à-dire sur notre capacité à retourner au travail, continuer à travailler, à continuer d'étudier dans nos interactions sociales. Il y a un effet à la présence d'un trouble cognitif associé au cancer. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des facteurs qui peuvent venir amplifier les répercussions d'un TCAC. Et comme par hasard, on voit le stress psychologique qui peut venir amplifier tout ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de notre lampe de poche qui reste un peu figée sur nos pensées. Nos pensées, qu'est-ce qu'elles peuvent bien nous dire? Alors, le stress psychologique, c'est quoi? Le stress psychologique, c'est dès que je me retrouve dans une situation où j'ai la sensation que j'ai un contrôle faible, que l'issue est incertaine, est imprévisible, que c'est nouveau, que mon ego est menacé. L'ego, ça peut être autant mon identité personnelle, mon identité professionnelle. Hein? Madame S nous en parle, mais qu'est-ce que je suis devenue? Comment je vais faire pour vivre ma vie maintenant? Et ce qu'on sait, c'est qu'une seule de ces variables-là va activer une réponse de stress. Immédiatement, notre cerveau va se mettre en mode pour nous protéger et que notre réactivité à l'une ou l'autre de ces variables-là va être tributaire de nos différences individuelles, soit de notre historique, de notre personnalité, de notre tempérament. Alors, ce que j'ai maintenant pour peut-être les 15 prochaines minutes que je vais essayer de faire avec vous, c'est de vous présenter ce point de vue-là, hein, cette perspective, qui est de comment est-ce qu'on peut vivre une vie qui a du sens, qui est valorisée, même en présence de particularités neurocognitives. Donc, à partir de maintenant, sans pouvoir vous le confirmer, je vais parler comme si vous étiez en présence d'un trouble cognitif associé au cancer qui a été confirmé par votre équipe médicale. Alors, on voit hein, ici que ce qu'on va chercher à faire, c'est à reconnecter comment est-ce que mon cerveau fonctionne avec qu'est-ce qui est fondamentalement précieux pour moi, notre fameuse boussole de tout à l'heure au début. On a la sensation en neuropsychologie clinique, un peu plus intervention, que l'antidote aux effets, aux répercussions des difficultés neurocognitives sur notre vie, c'est la flexibilité psychologique. Vous vous souvenez? Cette capacité à pouvoir tourner ma lampe de poche. Pour tourner ma lampe de poche, pour avoir accès à la flexibilité, on parle nécessairement du processus attentionnel, de porter son attention. La capacité de porter son attention, hein, les processus attentionnels sont à la source de l'ensemble des fonctions cognitives, que ce soit la mémoire de travail, la planification, l'organisation. C'est une répercussion sur le comportement et les interactions sociales. Et c'est en portant notre attention, en voyant ce que je suis en train d'éclairer, que je peux choisir ce que je vais faire ensuite. Une image pour venir illustrer tout ça, c'est qu'on pourrait se dire, ben, c'est comme si je faisais un constat des faits. Ici, vous voyez, il y a une terre aride dans laquelle pousse une fleur.
Alors, le choix qu'on se retrouve, c'est est-ce que je veux mettre toutes mes énergies à essayer de rendre cette terre aride fertile? Donc, à transformer l'état de la terre, à transformer mon TCAC, à faire en sorte qu'il n'y en ait plus? Ou est-ce que j'aime mieux mettre mon énergie à voir où est la vie? Qu'est-ce qui compte pour moi? Et comment est-ce que je peux faire pousser les fleurs, même en présence de ces particularités neurocognitives ou même en présence d'un terrain où on a la sensation que rien ne serait possible. Donc, on regarde comment est-ce que je peux faire pousser une vie, même en présence de ce qui est là. Pour faire ça, je vous présente une façon de faire, en fait, une façon de voir les comportements humains. Ça ne veut pas un point de vue parfait, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à ce que je vois faire mes patients et même ce que je fais dans ma propre vie, ce qui m'a amené à accepter de faire le webinaire avec vous. Alors, je vous le présente rapidement. Ce qu'on sait, c'est que nous, les humains, quand on fait face à un obstacle ou de la souffrance ou le ciné que je vous ai parlé tout à l'heure, il va y avoir comme deux scénarios qui vont se dessiner. Un premier scénario excessivement adaptatif, c'est qu'on va faire des actions pour se sentir mieux. En d'autres mots, pour éloigner le problème. On va essayer de le résoudre ou on va essayer de le fuir. Ou des fois, on va juste essayer de garder le statu quo parce que c'est plus confortable comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne la plupart du temps à court terme. À long terme, un risque qui peut arriver quand on est surtout engagé à essayer de faire des actions pour se sentir mieux, c'est qu'on peut risquer d'avoir plus de difficultés à porter notre lampe de poche sur ce qui est vraiment précieux pour nous et d'avoir la sensation d'être coincé. Alors, quand on se sent coincé, comme restreint dans une vie où tout ce qui compte, c'est d'essayer un peu de, sauf qu'il peut, de régler le problème, une autre alternative qu'on peut avoir, c'est de porter notre attention pour dire, OK, il y a ça qui se passe, mais qu'est-ce que je peux faire pour agir vers ce qui compte réellement pour moi? Puis avoir la sensation que je marche en direction de ma boussole, de mon nord, si vous voulez. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est à travers le centre ici, qui est de porter son attention de façon factuelle, en tournant ma lampe de poche et en étant capable de remarquer, est-ce que je suis en train de me coincer? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça fonctionne pour garder le nord? Alors, c'est un peu ce que j'ai fait avec Madame S, que je vais vous présenter très rapidement pour vous illustrer comment est-ce que ça peut aider cette façon-là de vivre avec les troubles cognitifs. Donc, Madame S, cette image-là représente exactement ce qu'elle me dit dans les séances. C'est l'état dans lequel elle se retrouve. Elle qui est propriétaire de cette entreprise, une femme d'affaires très, très, très high achiever. Donc, c'est très important pour elle de réussir. Et donc, ce qu'elle me dit, c'est que elle pense qu'il y a quelque chose dans son cerveau, elle cherche ses mots, elle est très lente, elle a de la difficulté à apprendre quelque chose de nouveau. Elle ne se reconnaît pas du tout. Et donc, elle a commencé à faire toutes sortes d'actions pour se sentir mieux. Bien sûr, elle est humaine. Et donc, elle va chercher des réponses. Elle a lu tout ce qui existe sur Internet. Elle a fait des webinaires et des conférences. Elle médite. Elle fait des listes. Elle fait des jeux cognitifs. Tout ce qui peut exister comme application, iPad, téléphone, elle peut vous les enseigner mieux que moi. Et elle va éviter de faire des tâches difficiles. Donc, elle se contente de faire des choses dans lesquelles elle sent qu'elle a un certain contrôle. Puis, on s'aperçoit ensemble que à court terme, ça fonctionne. Elle se sent quand même mieux. C'est quand même pas mal. Alors maintenant, je vous invite, peut-être que vous pouvez revenir regarder ce que vous avez marqué au tout début du webinaire. Je vous avais invité à essayer de lister qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent par rapport à vos troubles cognitifs et à vous demander de vous, parce que je ne vais pas avoir accès à vos réponses, donc c'est vraiment de vous envers vous-même. Ce que je fais, est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Oui, on met un crochet. Est-ce que ce que je fais, ça m'aide à faire ce qui est significatif pour moi? Est-ce que ça m'aide à me rapprocher de mon heure, de ce qui compte véritablement pour moi?
est-ce que ça peut faire les deux? Donc, vous remarquez que vous avez mis un crochet ici, que vous en avez mis aussi pour faire ce qui compte, donc ça fonctionne. Ou est-ce que ça fait ni l'un ni l'autre? Finalement, qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur l'efficacité de vos comportements par rapport à cet TCAC? Une autre façon pour essayer de saisir ça, c'est est-ce que je mets surtout mes énergies à transformer la terre aride? Est-ce que ça fonctionne pour faire pousser les fleurs? Un peu comme la métaphore que je vous ai dit tout à l'heure. Revenons à Madame S. Qu'est-ce qui compte dans sa vie? Ses enfants, son conjoint, s'accomplir, aider, aimer et être aimé, et le dépassement. Se dépasser, c'est fondamental pour elle. Alors, on est allé voir, est-ce que les comportements qu'elle fait ici, et il y avait aussi aller voir Marika, qui était ici, est-ce que ça fonctionne pour aller vers ça? Et on s'est aperçu que de fait, ce qu'elle faisait, ça fonctionnait à court terme pour se sentir mieux, mais ça marchait pas très bien pour aller vers ce qui compte pour elle, puis que plus ça marchait pas, plus elle se sentait coincée, plus les troubles cognitifs, sa perception des troubles cognitifs augmentait. En d'autres mots, ce qu'on s'est aperçu, c'est que en étant humaine, en lien avec ses difficultés cognitives, elle s'est mise à faire à mettre beaucoup d'énergie, à travailler très fort pour faire disparaître les obstacles, les contrôler ou pour faire semblant qu'ils n'existent pas. Hein? C'est un peu comme ici, j'ai une forme qui est une hexagone, mais de fait, j'essaye de le faire rentrer dans une forme sphérique à coups de marteau. J'essaye de transformer l'état de la situation pour que coûte, ça rentre dans un trou. Il y a des fortes chances qu'on puisse se sentir très coincé et épuisé. Et donc, on a une augmentation de la fatigue cognitive et de la détresse psychologique, ce qui peut donner l'impression que les troubles cognitifs sont vraiment très prédominants. Et les conséquences d'agir ainsi, hein, de vouloir transformer les choses absolument, c'est avoir l'impression qu'on a un petit hamster qui roule sans arrêt dans notre tête, se dire des paroles qui sont pas très gentilles, comme tu comprends rien et tu n'y arriveras jamais, et aussi une répercussion qui, comme par hasard, ressemble aux troubles cognitifs que je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont le TCAC. Alors, c'est comme si on rajoutait une couche par nos comportements aux répercussions du TCAC, qui déjà en lui-même est un défi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça peut être un outil concret? C'est d'utiliser notre lampe de poche que je vous ai introduit au tout début de la séance et d'apprendre à faire stop. Quand on fait des stops, si vous conduisez la voiture, quoique maintenant, on conduit pas mal moins la voiture en temps de COVID-19. Rappelons-nous l'expérience de conduire la voiture ou de marcher à l'extérieur, ce qui est fortement préconisé en ce moment. On va prendre le temps quand on fait stop. On fait pas stop juste pour éviter d'avoir une contravention. On fait stop pour regarder si la route est claire et libre pour continuer notre chemin vers là où on voulait aller. Faire stop, ça implique de s'arrêter, de regarder. Elle est où, mon attention? Qu'est-ce qu'elle est en train d'éclairer? Donc, de tourner son attention, de tourner la lampe de poche, d'avoir l'ouverture, l'accueil pour remarquer que c'est possible que ça soit plus difficile de tourner ma lampe de poche de par le TCAC, mais qu'en m'entraînant, en réalisant ce qui se passe, je vais y arriver de plus en plus. Et pour ensuite, cette façon-là de faire ça va me permettre de prendre action vers ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Et dans ces actions qu'on pourrait faire, oui, il y a de porter une attention particulière sur son rythme de vie. Parce que je viens de vous illustrer comment la lutte contre le TCAC peut exacerber sa présence, mais aussi les habitudes comportementales que vous connaissez certainement, car elles sont en règle générale très similaires à celles qui nous permettent de vivre avec la maladie. Et l'importance aussi de la stimulation affective et cognitive. Ça n'a pas de prix. Donnez-vous la permission de vous faire plaisir. Donnez-vous la permission de remarquer que c'est pas facile nécessairement de vivre la situation dans laquelle vous êtes.
de vivre avec un TCAC, avec une tête qui nous dit des choses qui sont peut-être pas très gentilles, d'avoir la curiosité d'être en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec bienveillance, bienveillance voulant dire la douceur et la motivation envers soi, de remarquer qu'est-ce que ma lampe de poche est en train d'éclairer. Le message clé que je peux vous transmettre, c'est que en portant son attention, en développant son attention, c'est l'idée de faire du cerveau un allié en développant la flexibilité psychologique qui signifie comme une croisée des chemins. C'est-à-dire que je fais l'état de la situation, je constate ce qui se passe, je constate ce que je suis en train de faire et je peux choisir plus facilement quelle est l'action, quelle est l'orientation que je vais prendre pour garder le cap vers ce qui est significatif et qui compte réellement pour moi. Ici, je vous remets des ressources pour saisir davantage que j'ai tenté de vous transmettre très, très rapidement. Je suis consciente que j'ai parlé rapidement en 45 minutes, le plus possible avec des images claires. Vous avez un site excessivement bien fait pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Vous avez ici un site, un cours vidéo qui vous explique les troubles cognitifs associés au cancer. Ici, une meilleure explication des communications neuronales, comment ça fonctionne, et un site français, en fait à Caen, en France, où c'est un laboratoire qui développe leur compréhension et des outils concrets et cliniques sur comment on peut vivre avec le trouble cognitif associé au cancer, une vie qui a du sens et qui est valorisée. Alors voilà pour ma part et puis je redonne la parole à l'animatrice et j'espère pouvoir répondre à vos questions ou vos commentaires ou faire de mon mieux pour être là avec vous. Merci beaucoup pour la présentation très enrichissante et je crois qu'il va en aider plus d'un. Donc, on va prendre les questions. Si vous avez des questions, comme on l'a dit précédemment, vous pouvez les inscrire dans la zone de chat et je vais les lire à voix haute. Donc, nous avions déjà des questions. Je vais en lire une première. J'aurais juste une petite question à vous demander, c'est savoir si les gens ont participé à dire s'ils pensaient que c'était plus le cerveau A ou le cerveau B. Si on a cette réponse-là, ça m'aiderait à savoir où les gens se situaient. On n'a pas reçu de réponse pour cet exercice-là. Okay. Il y a plusieurs questions. Ça arrive. OK. Donc, une première question. Est-ce que nous pouvons améliorer les symptômes avec un psychostimulant, exemple Viviance, et Ritalin? J'ai entendu Ritalin, le premier, la communication a été coupée. Est-ce que vous avez dit Vivance? Viviance. Vivance, c'est ça, oui. Effectivement, les psychostimulants qui sont utilisés en général pour le TDAH, certains patients vont remarquer un effet bénéfique. On a aussi le modafinil, qui est une autre molécule. C'est pas un psychostimulant, mais ça aide à stimuler le cerveau. On a certains essais qui démontrent une efficience. Et moi, je vous inviterais à pouvoir en discuter avec votre médecin, peut-être de commencer par du Ritalin à courte action qui dure environ 4 heures pour voir est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique ou pas. Par contre, il faut bien comprendre que tout psychostimulant va, en fait, ce que ça va faire, c'est que votre fameuse lampe de poche, ça va augmenter l'intensité lumineuse, donc ça va mettre plus en lumière ce que vous regardez. Ça va maintenir l'attention, donc la capacité de porter son attention plus longtemps dans le temps, mais ça va pas aider à tourner la lampe de poche, ce qui est plus les fonctions exécutives, de planification, d'organisation, de traiter de l'information pour la manipuler, qu'on appelle la mémoire de travail. Alors, la médication, elle va pas aider à ces difficultés-là. Par contre, les difficultés qu'on appelle de rigidité neurocognitive ont un coût attentionnel très important. Alors, le fait de pallier en donnant la médication, en comprenant pourquoi on la prend, oui, ça peut aider, en incluant aussi des stratégies comportementales pour porter son attention et être plus conscient des comportements qu'on fait. Parfait. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs qui sont irréversibles?
Ouf, la question est vraiment très large. Ça serait difficile d'y répondre. Je sais pas si on me pose la question pour le trouble cognitif associé au cancer ou si on parle d'une possibilité qu'une personne aurait développé en comorbidité un trouble neurodégénératif, comme une démence, par exemple. Alors, effectivement, si on est dans un processus neurodégénératif, on est habituellement dans un profil qui est irréversible, mais ça peut être une progression lente et on sait que la façon qu'on régule le stress psychologique associé à la maladie est un élément très protecteur et qui nous permet de pouvoir vivre une vie qui a du sens, même en présence d'une situation plus complexe. Parfait, merci beaucoup. On a vraiment beaucoup de personnes, je tiens quand même à vous le dire, là, je crois que ça va vous faire plaisir. Beaucoup de personnes qui nous remercient, qui trouvent la présentation très, très intéressante. Donc, je crois que ça va être apprécié de votre part. Merci. Oui. On a une autre question qui dit, avez-vous une clinique ou une clinique sœur à Québec? Si j'ai une clinique sœur, non. Moi, j'en ai pas à Québec. On m'a parlé de la clinique de la mémoire à Québec, mais je pense que la meilleure façon de faire, c'est de contacter l'Association québécoise des neuropsychologues du Québec. Ils ont un service de référence et ils pourront vous orienter vers les neuropsychologues dans la ville de Québec qui peuvent offrir ce service. Ou vous pouvez contacter l'Ordre des psychologues du Québec avec un système de référence qui est plus général. Ma suggestion, c'est lorsque vous appelez dans ces cliniques, de vraiment vous informer à savoir quelle est l'expérience du neuropsychologue en oncologie. Parfait. Une autre question, est-ce que les cellules endommagées vont à un moment reprendre leur forme optimale? C'est ce qu'on appelle la capacité de la réorganisation du cerveau ou la plasticité cérébrale, la neuroplasticité cérébrale. Et effectivement, on a cette connaissance-là surtout en trauma crânien léger. Et oui, le cerveau a la capacité de s'autogénérer. C'est ce qui m'a amené à vous dire que, en règle générale, les symptômes vont se résorber par eux-mêmes dans la première année, dans les premières années suivant les traitements, tout dépendant de la façon dont le stress psychologique est relié. C'est ça qui peut venir des fois faire une entrave donc de vraiment y aller avec flexibilité psychologique est un antidote et une façon de favoriser les choses. Parfait. On a une autre question qui est un commentaire à la fois. Donc, ayant un cancer, j'apprends beaucoup de choses. Je réalise que le cancer va bien au-delà de la perte de cheveux, exemple, et de la peur de la mort. Ma question est la suivante. Attendez, juste un instant. Okay. Ma question est la suivante. Comment informer le milieu professionnel sur les impacts du cancer sur les employés afin d'être mieux accompagnés dans notre retour au travail? C'est un excellent commentaire. J'entends comment faire en nommant. Vous êtes nos meilleurs alliés. C'est vous, les patients, les proches aidants. En nommant comment est-ce que vous avez pu bénéficier de cette information-là, c'est comme ça que vous allez nous aider à sensibiliser le milieu médical à l'importance de prendre soin de la santé cognitive. Et pour ma part, c'est en donnant des webinaires, des formations, puis en essayant de faire des alliances pour faire des projets cliniques pour aider les patients à avoir une vie qui a du sens. Et la meilleure façon, c'est par vous. Communiquez, dites-le, informez votre équipe soignante. Donc, j'ai parfois l'impression de rêver éveillé. Mon oncologue a parlé de difficultés du cerveau avec les modes sommeil-éveil. Est-ce un symptôme de TCAC? C'est un bel exemple. Tout à l'heure, j'avais une diapo qui montrait que les symptômes de TCAC pouvaient aussi être dus à un défi de santé physique. Donc, on est en train de parler d'un trouble de sommeil. Pour cette personne-là, une des choses qui pourrait l'aider, c'est d'être évaluée dans une clinique de sommeil. Par exemple, on a l'hôpital Sacré-Cœur qui a une clinique.
Est-ce que la clinique est encore active présentement dans notre défi de COVID-19? Il faudrait se renseigner. Il y a des chances que ça soit stoppé pour le moment, mais c'est pas, les symptômes peuvent s'apparenter au TCAC, mais c'est possible qu'il y ait un trouble de sommeil qui a été induit soit par les traitements oncologiques ou qui était déjà là de façon prémorbide et que ça a été exacerbé, ou tout simplement que vous faites face à deux défis de santé différents en même temps. Et c'est une bonne chose d'aller pousser l'investigation dans une clinique du sommeil et il y a des cliniques très reconnues dans le système public. Merci. Donc, on a une autre question un peu liée à une question qui a été posée précédemment. Une personne demande si les antidépresseurs sont également aidants. L'antidépresseur, là, c'est des questions très subtiles parce que ça demande de l'évaluation. Alors, l'antidépresseur va être aidant si la situation de TCAC n'a pas été évaluée, a épuisé les ressources suite à la lutte que je vous ai exprimée tout à l'heure, j'ai essayé de l'illustrer, et que cette situation-là non soignée a fait plonger la personne dans un état dépressif. Donc, l'antidépresseur va aider au niveau de l'humeur, mais parfois, si on n'a pas un épisode dépressif associé au TCAC, les patients me rapportent ou les patients, l'antidépresseur ne change strictement rien à leur efficience cognitive. Alors, c'est vraiment l'importance de bien avoir une évaluation qui dit est-ce qu'on est dans une comorbidité dépressive ou pas, ou une comorbidité anxieuse aussi. On sait que les antidépresseurs aident à traiter les troubles anxieux. Parfait. Donc, une autre question. Comment moins chercher mes mots lorsque je dois faire des liens professionnels, donc plus intellectuels, en public, donc avec un facteur de stress élevé? Des astuces pour nous préparer? Oui, une des choses qui peut énormément vous aider, c'est vraiment de développer cette capacité à regarder où vous portez votre attention. C'est sûr que si vous êtes dans une présentation orale devant public, que vous avez de la difficulté à trouver un mot et que votre discours intérieur embarque en vous critiquant ou en vous pressurant, vous allez encore moins avoir accès aux mots. Et donc, le fait de développer la capacité à remarquer où est ma lampe de poche, à la tourner, va vous pouvoir vous aider à, par exemple, immédiatement reprendre contact avec les sensations dans votre corps, constater ce qui est en train de se produire, que c'est ainsi en ce moment, vous avez plus de difficultés à trouver vos mots et à reporter votre attention sur quel était le contenu du message que je voulais transmettre, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce à faire, oui, des détours. À ce moment-là précis, dans cette situation-là, le choix, la croisée des chemins que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de choisir dans l'instant qu'est-ce qui est le plus important. Trouver le mot juste, porter le message que je voulais donner au public. Et puis des fois, l'humour peut aider. On peut faire de l'humour avec la situation telle qu'elle se présente. Et un accompagnement avec un psychologue clinicien va pouvoir vous aider à développer ces compétences-là, ainsi que la pratique de la méditation mindfulness, c'est-à-dire de la pleine conscience, où on apprend à porter son attention. Entendez-moi bien, il y a beaucoup de programmes de méditation mindfulness qui existent sur le marché. Lorsque vous entendez que ces programmes-là vont vous aider à être moins stressé, à ressentir moins d'anxiété, selon ma compréhension, selon mon expérience, on est dans un programme qui dénature l'idée de la méditation. L'idée de la méditation est bien au contraire de s'ouvrir, d'être bienveillant à ce qui est instant après instant pour pouvoir ajuster son comportement par la suite. Beaucoup plus qu'une idée de réduire le stress ou l'anxiété ou de contrôler la situation. Parfait, merci beaucoup. On manque un peu de temps, donc on va prendre une dernière question. Donc, pourquoi plusieurs oncologues semblent peu sensibles au TCAC? Probablement parce que la maladie oncologique est une excellente question, en fait, que vous demandez.
j'ai envie de vous dire peut-être de la demander aux oncologues. C'est sûr que c'est une formation excessivement complexe et un oncologue, un médecin, est en premier lieu une personne qui est formée pour soigner la maladie. Par contre, on voit clairement une ouverture chez les nouveaux médecins, les résidents et même les médecins plus seniors, quand on voit que l'importance de évaluer, soigner les troubles cognitifs fait partie des recommandations de l'ASCO ou du NCSM, c'est clairement qu'on a un changement de culture. Alors, on est sur la bonne voie et puis vous pouvez être les émissaires les plus efficaces en nommant aux médecins ce que vous vivez puisque vous avez appris à travers vos formations ou les webinaires que vous suivez. Un gros merci, Dr. Audet Lapointe, pour votre temps et votre engagement. C'est très apprécié. Puis vos commentaires et aux questions qu'on a reçues et qu'on reçoit encore, je crois que la présentation a su répondre aux intérêts et aux questionnements de plusieurs personnes et qu'elle a été bien appréciée. Donc, avant de vous... Oups, pardon. Avant de vous quitter, je vous invite à consulter régulièrement notre centre de ressources sur la COVID-19 sur notre site Internet. Vous y trouverez de l'information à jour sur la pandémie, les archives de nos webdiffusions passées, ainsi qu'une section très utile de questions et réponses. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884, poste 1014. Vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour vous aider. Prenez note qu'un court sondage sera envoyé à tous les participants après cette web-diffusion. Merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier des événements en ligne utiles dans un futur rapproché. Donc, merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée.